La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité est ancien ministre du Logement, de la fonction publique aussi. Il est député Ensemble pour la République d'Eure-et-Loir. Bonjour et bienvenue Guillaume Kasbarian. Bonjour. Merci de votre présence ce matin. On va évoquer évidemment votre loi, votre offensive anti-squat, ses conséquences, car vous avez été menacé, je le rappelle, au programme, le budget bien sûr. Mais tout d'abord, le projet de labellisation des médias est-il en train de faire pchit? Il n'y aura pas de label d'État, martèle l'exécutif. Il ne s'agit pas du tout de contrôle, c'est à la profession de s'auto-réguler. Est-ce que c'est un rétro-pédalage en règle selon vous? Écoutez, je crois que le président n'a jamais dit en réalité qu'il voulait un label d'État. Personne n'a dit dans l'exécutif qu'il fallait un label piloté par le politique, par l'institution, par l'État, pour dire quels sont les bons journalistes, quels sont les mauvais journalistes. Donc moi je vois pas ça comme un rétro-pédalage, je vois ça comme une réaffirmation de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, à laquelle nous sommes tous attachés. Et moi, je suis très heureux qu'il y ait un pluralisme dans notre pays qui permette d'avoir plusieurs lignes éditoriales, plusieurs lignes de presse qui se confrontent, et qui proposent une vraie offre aux auditeurs, aux téléspectateurs. Donc voilà. Et moi, je pense que dans le cadre de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, l'État ne doit pas se mêler de dire voilà quels sont les bons journalistes, quels sont les mauvais journalistes, quels sont les bons médias, quels sont les mauvais médias. Après qu'il y ait des initiatives privées, des labellisations privées venant de vous en tant que journaliste, ça c'est votre liberté, encore une fois, de fact-checker les infos des uns et des autres et de faire un label si vous le souhaitez. Mais encore une fois, laissons l'État en dehors de tout ça et laissons les journalistes se débrouiller. À bon entendeur. Voilà, le laisser faire dans la liberté de la presse, ça a du bon. Et moi, je suis attaché encore une fois à cette liberté de la presse. Mais est-ce que vous reconnaissez encore une question sur ce sujet, Guillaume Kasbarian, par exemple, qu'une labellisation par Reporters sans frontières, et cela a été évoqué par le président de la République, c'est difficile à contester, est quand même teinté de partialité. L'ancien fondateur qui a présidé Reporters sans frontières, Robert Ménard, affirme que c'est une officine gauchiste, dit-il. Mais que Reporters sans frontières fasse un label, ou que vous-même d'ailleurs vous fassiez un label, ou que vos confrères d'une autre chaîne fassent un label, c'est leur liberté. Et si moi je disais il faut pas qu'ils fassent un label, justement je ne serais pas respectueux de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Là où ça pourrait devenir problématique, c'est si ce label était érigé comme un label d'État qui aurait le monopole et qui serait soutenu par les pouvoirs publics. Ça n'est absolument pas le projet, ça n'est absolument pas ce qui a été évoqué et ça n'est pas ce que je souhaite pour notre pays. Donc que Reporters sans frontières, que CNews, que Europe 1, que BFM, que LCI, que toutes les chaînes fassent des labels. On va s'auto-labelliser. Voilà. Mais faites ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, vous êtes libre, vous n'allez pas demander. Enfin, moi, je ne souhaite pas, en tout cas, que le politique intervienne dans votre liberté. Et donc, sentez-vous libre de créer le média que vous souhaitez, Madame Mabrouk, et de labelliser qui vous voulez si ça vous chante. Eh bien, sentez-vous libre alors de répondre toujours aussi librement dans la suite de l'interview, Monsieur le député. Parlons quand même de l'actualité politique et budgétaire qui concerne beaucoup de Français. Rien ne va plus, semble-t-il, dans le bloc central auquel vous appartenez. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui avait appelé, rappelons-le, à une présidentielle anticipée, affirme que ses députés Horizon ne pourraient pas voter pour le budget de la sécurité sociale, ce qui compromettrait son adoption de façon quasi certaine. Est-ce qu'il est le meilleur ou le premier opposant aujourd'hui au pouvoir, Édouard Philippe? Écoutez, les députés sont face à un choix. Ils défendent chacun leurs convictions. Moi, j'ai défendu mes convictions en essayant de lutter contre la folie fiscale et la folie dépensière sur plein de sujets et en proposant des amendements pour baisser la dépense publique et ne pas augmenter les impôts. Ça, c'est ma ligne. Il est vrai que vous n'avez jamais voté une taxe ou un impôt supplémentaire. Je vous le dis, vous l'avez vérifié, preuve à l'appui. Non, moi, je ne dépose que des amendements qui baissent la dépense publique et je ne rentre pas dans cette folie fiscale et folie dépensière. Mais à la fin, on va avoir une copie qui est issue de nos débats. Il se trouve que j'ai pas la majorité, nous n'avons pas la majorité au Parlement, et la copie qui va nous être présentée sur le PLFSS, intrinsèquement, ne peut pas être alignée avec mon idéologie libérale et avec ce que j'ai défendu dans la totalité. Et donc j'ai fait mon deuil d'une copie idéale de mes rêves à la fin. Le raisonnement est différent. Donc en l'état, vous ne le votez pas, le C'est pas ce que je dis, parce qu'à la fin, justement, ce qui se passe, c'est que j'ai deux choix. Soit, et comme tous les députés, soit je vote une copie qui certes ne correspond pas à 100% à mon idéologie, qui produit un niveau de fiscalité, un niveau de déficit X. Et de l'autre côté, c'est je refuse de la voter et il n'y a pas de projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, dans ce cas-là, le seuil, il est à 29 milliards. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de PLFSS, ça veut dire que j'accepte que la Sécu s'endette, ait un déficit de 29 milliards d'euros. Donc si j'ai d'un côté un budget qui est certes pas mon rêve, mais qui est
qui a un déficit qui est inférieur à 29 milliards d'euros, une fiscalité qui est inférieure à ce que produirait l'absence de budget, eh bien, je choisis la moins pire des options, c'est-à-dire que je fais passer une copie qui est moins pire. Je dis que c'est pas votre rêve, mais c'est un véritable cauchemar fiscal dans ce cas-là que vous nous promettez. Est-ce que vous ne le faites pas, Guillaume Kasbarian, plutôt pour maintenir le gouvernement pour une soi-disant stabilité qui nous coûte davantage qu'une probable instabilité s'il n'y a pas de budget? Deux questions dans votre question. La première, c'est moi, je lutte encore une fois contre la folie fiscale, la folie dépensière. Donc, je m'oppose systématiquement aux hausses d'impôts et aux hausses de dépenses publiques. Mais je gagne pas toujours parce qu'il se trouve que vous avez des socialistes de gauche et des socialistes du RN qui souvent votent ensemble pour augmenter les impôts et augmenter la dépense publique. Et je perds, comme mes collègues, comme de mon groupe, et parce qu'on n'a pas la majorité. Donc ça, c'est la bataille qu'on a au quotidien au Parlement. Mais à la fin, encore une fois, vous avez le choix entre deux mauvaises options, vous choisissez la moins pire. Vous pouvez aussi être cohérent vous-même, en tant que député, personnalité et individualité, dire je ne vote pas en l'état le budget, ça ne correspond pas tout simplement à mes convictions. Mais on verra bien à la fin déjà de la Donc semaine vous ne où est-ce qu'il arrive. Non mais si à la fin de cette semaine, on a une copie qui fait n'importe quoi, qui aboutit à 40 milliards d'euros de déficit et une hausse de 10 milliards de la fiscalité, vous voyez bien que du coup cette copie-là serait pire que l'absence de budget. Si à l'inverse, on a tous réussi à bien discuter cette semaine, Monsieur Kasbarian, et qu'on arrive à une copie qui est plus raisonnable que l'absence de budget... Vous voyez bien que tout est fait avec l'encre et le stylo des socialistes. Vous croyez vraiment que ça va changer en une semaine? Vous ne pouvez pas m'accuser d'être... Non, je vous dis, est-ce que c'est sous tutelle socialiste, ce budget? Mais le socialisme ambiant dans notre pays et au Parlement, il est partout. Certes, mais est-ce que là, aujourd'hui, plus que hier... Vous dites les socialistes, c'est pas que les socialistes. Les hausses d'impôts, c'est pas juste les socialistes qui les ont votées. Quand il y a des hausses d'impôts qui sont votées, c'est parce que Il me semble que M. Lecornu discute surtout et consulte les socialistes. Oui, mais pour que ça passe au Parlement, c'est bien qu'il y ait un vote. Et pour avoir une majorité, c'est pas les députés socialistes seuls avec 80 députés qui font passer un truc. Quand ça passe, c'est parce qu'il y a la gauche qui vote ensemble avec le RN pour des hausses d'impôts et pour des hausses de dépenses publiques. Bon. Et ça s'est produit depuis 4 semaines, et je crois que vous le voyez très très bien. Et vous l'avez ici même dénoncé. Mais aujourd'hui, voilà. C'est vous qui faites face à vos responsabilités. Eh bien, la responsabilité, c'est pas de se dire je maintiens un gouvernement parce que j'aime bien les ministres, j'aime bien ça les donne ministres, cette impression, mais c'est pas mon argument. Madame Mabrouk, ce que je vous dis, c'est pas mon sujet, c'est pas la stabilité pour la stabilité. Ce que je vous dis, c'est un argument budgétaire, pardon, on fait un budget, c'est un argument rationnel. C'est un argument sur les conséquences pour les Français. Alors vous appelez Monsieur Si l'absence de copie a des impacts plus négatifs sur les Français qu'une copie qui est certes imparfaite, qui ne me correspond pas idéologiquement, eh bien je préfère une copie imparfaite que l'absence de copie qui aurait des impacts sur les Français. Alors pourquoi Monsieur Philippe a déjà tranché? Vous l'inviterez, vous lui poserez la question. Il me semble que vous êtes plus proche de lui dans le bloc central. Notre groupe, en tout cas, est dans la recherche de compromis et de la moins mauvaise des options à la fin pour les Français. Et vous savez, sur la question idéologique, il y aura un temps ensuite au présidentiel en 2027, aux législatives qui suivront, pour défendre son idéologie pure et convaincre les Français de sa ligne. Là, on est dans un moment budgétaire, on essaye de trouver une solution d'ici le 1er janvier et d'éviter aux Français la pire des solutions. Et je vous dirai à la fin de la semaine quelle est la pire des solutions. Mais parlons-en déjà, votre ligne, et je pense que vous sentez arriver à la question, pourquoi vous restez chez Renaissance? Vous auriez davantage votre place dans un courant libéral, avec des proximités avec David Lisnard ou encore Sarah Knafo, qui a la même, je dirais pas la même passion, mais en tout cas qui a, comment dire, une admiration décomplexée pour Javier Milei. Pourquoi rester encore? Écoutez, moi j'ai toujours défendu la liberté depuis 9 ans que je suis au Parlement. Et vous l'avez dit, j'ai jamais déposé de fiscalité en plus et jamais déposé d'amendement qui venait faire exploser la dépense. C'est pas mon style. J'essaye au maximum, avec d'autres collègues, de peser au sein de mon collectif. Dans mon grand groupe, dirigé par Gabriel Attal. Non, c'est pas vrai. Il y a plein d'amendements où il y a plusieurs dizaines de députés. Citez-moi d'autres personnes qui, comme ça, affirment qu'ils ont une passion, une admiration pour Javier Milei. Comme vous avez... Alors, Milei, ça c'est autre chose. Ah, bon, vous êtes sur mes amendements qui baissaient la dépense, moi j'ai eu des députés qui les ont co-signés. Olivia Grégoire, Charles Rodwell, Prisca Thévenot, Laure Miller... Enfin voilà, j'ai plein de députés qui signent mes amendements et qui veulent eux aussi, dans mon groupe, baisser la dépense publique. Et la semaine dernière, quand vous avez reçu Gabriel Attal, vous avez bien vu que lui-même s'opposait à des hausses d'impôts et souhaitait lui aussi réduire la dépense publique. Donc après, bien sûr qu'il y a des sensibilités différentes dans mon parti. Il y a des gens qui sont plus sociodémocrates. Moi, je suis beaucoup plus libéral. Et on fait vivre ce débat-là et j'essaye de peser en interne. Plus largement, et en particulier par les socialistes et les insoumis. Est-ce que vous dites ce matin qu'il vaut mieux admirer Milei que Maduro, par exemple, comme Jean-Luc Mélenchon? Sans aucun doute. Et moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on me reproche de m'intéresser à ce que fait Milei, qui est un vrai libéral sur tous les aspects, mais que personne ne s'offusque quand la France insoumise admire Maduro,
ou fait l'éloge de Chavez. Si je peux me permettre, ça leur a frisé la moustache qu'ils n'ont pas eux. Monsieur Jean-Luc Mélenchon qui vous a accusé de dérive Oui, il a même fait de dérive libertarienne. J'ai même été sa cible dans un de ses meetings où il a dit nous te maudissons, nous te maudissons. Bref, c'est le langage de la France insoumise, c'est son style. C'est bien évidemment, je suis à l'opposé de cette idéologie-là. Et moi, je m'intéresse à toutes les expériences libérales, qu'elles soient en France, qu'elles soient à l'étranger. Et je n'ai pas à rougir de défendre la liberté. Ceux qui devraient rougir sont ceux qui défendent des régimes communistes, autoritaires, qui ont mené le drame dans les pays où ils ont sévi. Vous regardez, Guillaume Kasbarian, la réalité, si je puis dire, en face. 3 milliards d'euros sont destinés aujourd'hui à l'hébergement d'urgence qui a vocation à loger normalement des SDF, sauf que les 2 tiers à peu près des places d'hôtel disponibles sont occupées à long terme par des migrants en situation irrégulière. Pendant une moyenne de 3 ans. Vous assumez de dire il faut les expulser parce que c'est ce qui finance aussi nos impôts. Cela a fait beaucoup réagir, y compris dans votre camp. Oui, tout à fait. Moi, j'ai porté un amendement qui visait à dire que on va pas demander un papier à un SDF que vous retrouvez dans la rue et que vous sortez du froid. C'est pas ça le sujet. Donc, on accueille les personnes. Par contre, ce que je demande, c'est qu'au bout de 30 jours, vous vérifiez si cette personne-là est bien régulière. Mais on ne peut pas avoir des migrants irréguliers dans les chambres d'hôtel qui restent pendant une durée moyenne de 3 ans. Ça, il n'y a aucun pays européen qui nous entoure qui le fait, ni de gauche ni de droite. Donc, on peut se dire qu'il n'est pas normal qu'on paye une chambre d'hôtel au-delà de 30 jours à des personnes qui n'ont pas de statut régulier dans notre pays. Expulsion du territoire. Ça veut dire que vous avez plusieurs solutions. Soit c'est effectivement l'expulsion, parce que ces personnes sont irrégulières et qu'elles n'ont rien à faire dans notre pays. Soit c'est une question administrative et vous pouvez éventuellement, au cas par cas, voir si la régularisation, si on est sur des métiers en tension, si on est sur des personnes très intégrées, si on a un casier judiciaire vierge, si on a des personnes respectueuses, peuvent éventuellement travailler. Je préfère que ces gens-là travaillent, payent des impôts et se logent par eux-mêmes, plutôt que le contribuable leur paye des chambres d'hôtel. Mais on ne peut pas demander aux contribuables de payer pendant 3 ans en moyenne des chambres d'hôtel à des migrants irréguliers. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et ça ne fonctionne pas. Donc il faut sortir de cet hébergement d'urgence à vie qui n'est absolument pas un beau modèle. Soit les gens ont vocation à rester, vous les régularisez sous condition, soit ils ont vocation à partir et vous les expulsez. Expulser des migrants irréguliers, sortir les squatteurs, être pour la propriété privée. On a compris que vous assumez cette ligne. Vous êtes volontariste d'ailleurs sur l'expulsion des squatteurs. Mais n'y a-t-il pas, monsieur le député, monsieur l'ancien ministre, un angle mort dans votre loi qui est de plus en plus dénoncé et exploité, à savoir entrer via des plateformes locatives, Airbnb, Booking, et de toute façon y rester, ne pas entrer par la force, ce qui semble-t-il n'est pas indiqué explicitement dans votre loi. Ça se développe de plus en plus. Comment contrer ça? Alors, la loi, ce qu'elle permet, c'est que si ce soir vous rentrez chez vous et que vous avez un squatteur, vous portez plainte, vous faites la preuve que vous êtes propriétaire, vous faites constater le squat et vous saisissez le préfet. Voilà. Le préfet, au bout de 2 jours, met en demeure le squatteur de partir et 24 heures plus tard, il sort par la force publique le squatteur. Ça, c'est la procédure express d'expulsion qu'on a créée, qu'on a renforcée. Il n'y a pas de trêve hivernale pour les squatteurs, ça marche hiver comme été, ça marche pour les résidents secondaires. On a élargi le nombre de cas où le préfet peut agir. Il peut bien sûr y avoir des angles morts. C'est le cas, par exemple, comme dans n'importe quelle loi, il y a des angles morts. Mais c'est le cas, par exemple, si vous faites une entrée licite et que vous vous y maintenez. Il y a même un contrat de location. Ou voire même parce que c'est quelqu'un. Avec toutes les garanties. C'est quelqu'un que vous avez laissé rentrer, où il n'y avait pas de porte, où il n'y a pas de serrure, etc. Et en fait, il s'installe de façon licite, oui, mais il s'y maintient de façon illicite, c'est-à-dire sans le consentement du propriétaire. Votre loi ne s'applique pas. Là, dans ce cas-là, non. Moi, j'avais proposé à l'époque, dans ma première version de loi, que ça soit l'introduction, soit le maintien qui déclenche l'expulsion. Et dans le débat parlementaire, ça a été le cumul des deux. C'est-à-dire qu'il faut et s'introduire et se maintenir de façon illicite pour être expulsé. Je pense qu'on peut encore améliorer la loi. Ah là, c'est même, donc, ça devient une filière d'ailleurs pour certains. Ça devient pour certains, mais comme toutes les lois, vous savez, il y a toujours des petits malins pour contourner la loi. Donc moi, je prétends pas que la loi est parfaite. La loi, elle s'améliore en permanence. Elle fait déjà beaucoup de choses, puisqu'on a un record d'expulsion qui m'est d'ailleurs suffisamment reproché par l'extrême gauche sur le sujet. Donc moi, j'assume le record d'expulsion. J'assume que cette loi marche dans énormément de cas, qu'il y ait des failles, qu'il y ait des angles morts et qu'il faille améliorer la législation, bien sûr, ça fait partie de l'amélioration continue et c'est le travail du législateur. Guillaume Kasbarian, il nous reste 1 minute. Quelques questions rapides et si vous pouvez des réponses aussi rapides. Mettre fin au logement social à vie, remettre de l'ordre dans les HLM, oui, comme le dit d'ailleurs le nouveau ministre du Logement, c'est du bon sens. Comme il le dit, comme je l'avais dit, j'avais même déposé un projet de loi sur le sujet. Donc oui, 1000 fois oui, il faut mettre fin au logement social à vie et que ceux qui vraiment en ont besoin en bénéficient en priorité. Bien. Et qu'à l'inverse, quand on n'en a plus besoin ou quand on ne respecte pas les règles, eh bien qu'on en sorte.
Autre sujet à l'approche des fêtes de Noël, la place de la crèche de Noël pour vous, c'est à la mairie ou à l'église? Écoutez, moi-même j'ai des convictions religieuses, mais voilà, mais j'ai toujours été attaché à Noël, à la crèche de Noël, au sapin de Noël. Voilà, je pense que moi j'y suis très attaché. Ça fait partie de notre culture française, de notre identité Ça ne vous française. choque pas que ce soit par exemple à la mairie Non. de Béziers? Personnellement, ça me choque pas. Le voilement des fillettes qui divise, le gouvernement faut-il l'interdire? Oui, le voilement des fillettes, il faut l'interdire. Voilà, que les adultes s'habillent comme ils le souhaitent. On peut avoir un avis critique sur leur choix, bien sûr. Mais par contre, voiler une fillette, voiler un mineur, là, on n'est plus dans le cadre de la liberté. Y aura-t-il un jour un président totalement libéral en France? J'espère, et j'espère que ce président ou cette présidente aura une majorité clairement libérale qui voudra réformer le pays et sortir le pays de décennies de socialisme ambiant. Donc on peut être député macroniste et libéral assumé? Oui. Vous n'êtes pas schizo? Pas du tout. Bon. Donc pour la liberté. Pour la liberté intégrale. Et plus largement, la liberté d'expression et des médias, je le note également. Et oui, toutes les libertés. Bon. Quand on aime la liberté, on la défend partout, tout le temps, sur tous les sujets. Nous sommes d'accord, on signe sur cette conclusion. Merci Guillaume Kasbarian. Merci à vous. C'est votre grande interview et à bientôt. Merci Guillaume Kasbarian. Merci.